Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Apprenez l'espagnol. Hola todo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah, attendez, je vais vous montrer. Avec, voilà. Regardez-moi cette vue incroyable, mais là vraiment, les gens, ça fait 3 heures que je suis arrivée, mais je sens vraiment l'ambiance, je sens vraiment le cœur de cette ville. Pour pas vous dire de bêtises, d'abord aller visiter le musée de Veracruz qui va raconter l'histoire de la ville. De ce que je sais, c'est l'une des premières villes qui a été colonisée par les Espagnols, donc qui serait arrivée par ici. Avec l'histoire, vous savez que quand un Européen, dans les siècles anciens, arrive dans un pays, un nouveau continent, de l'autre côté de la mer, il vient pas seul. Il vient pas seul. Il ramène souvent des gens qui n'ont rien demandé. Donc voilà. J'aime beaucoup prendre des tournures. Voilà, ça c'est le bon français paraphrasé. Mais c'est une ville aussi où on a beaucoup d'Afro-Mexicains. C'est des Mexicains qui ont des ascendants africains, des descendants d'anciens esclaves en fait. Il n'y en a pas eu autant qu'aux États-Unis, mais quand même, il y en a eu au Mexique. Ça c'est quelque chose que je savais pas du tout avant de venir ici. Hein. J'étais vraiment pas au courant. Mais j'ai commencé à voir ça sur Instagram en post. Et j'ai dit waouh, ok, donc il y a des Mexicains descendants de Noirs. Waouh. C'est un peu pour ça que je suis venue ici, pour un peu en apprendre plus sur cette histoire afro-mexicaine. Ça fait quoi? Ça fait 3 heures, 4 heures que je suis arrivée. C'est incroyable. Je suis juste allée manger au restaurant là en face. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ça maintenant. Je mettrai le nom en commentaire. Le restaurant était incroyable. J'ai pas pu parler parce qu'il y avait vraiment trop de bruit. Les gens, il y avait comme vous avez pu le voir, est-ce que c'est les mariachis? En tout cas, le groupe de musique était là, donc c'était juste pas possible de filmer. Tu vois, les gens, ils sont heureux, ils dansent, ils chantent. Genre, t'as même une mamie qui est arrivée, qui a dansé et tout. Genre, c'était trop bien. Regardez le bateau. Franchement, je suis pas trop au bateau initialement, mais là, waouh. Les Mexicains et les Mexicaines, là, votre pays est très bien dosé. Il y a trop de choses à faire. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Quand t'arrives dans une ville, même dans un village, vous êtes là, tu as le bateau, tu as le musée, tu as la fête, tu as la danse, tu as la bonne nourriture, c'est trop dosé. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller à la Antigua, qui est un pueblo pas très loin d'ici, avec un petit lac et tout. En soi, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire à la ciudad de Veracruz, donc je pense que je vais rester ici et je vais me reposer parce qu'avec la nourriture là qu'ils m'ont donné, ça m'a assommé. Vraiment, ils m'ont assommé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au musée de la ville. Peut-être après, soit tour de bus. J'ai envie de vous parler de ça. La température. Ce qui est très bien ici, c'est qu'on est à côté de la mer, mais c'est pas comme à Puerto Vallarta. À Puerto Vallarta, il faisait très chaud. Mais ici, comme il y a beaucoup de vent, du coup, ça, c'est très positif. Je suis derrière une statue là que vous pouvez voir. Je vais lire rapidement et vous dire ce que c'est. Le 21 avril 1914, durant la Révolution mexicaine, le port de Veracruz a souffert d'une nouvelle invasion. En gros, le port de Veracruz, il a été... Waouh! Franchement, traduire en direct, c'est une dinguerie. Il a été envahi par les États-Uniens, voilà, faut faire attention. Du coup, il y a eu la défense veracruzienne qui est venue et qui a combattu. Et grâce à cette force militaire, les États-Uniens, ils sont partis. Quelques décennies avant, en mars 1847, Llevó a cabo la Tercera Defensa Heroica. Il y a eu la 3e défense de Puerto Vallarta qui a été bombardée par les US, les États-Unis. En 1847, il y a eu le début de la guerre entre les États-Unis et le Mexique et qui a causé la perte d'une grande partie du territoire national, si j'ai bien compris. En vrai, c'est bien parce que j'arrive maintenant à traduire, mais vous voyez que c'est 50%. Hein. Vraiment, là, je vois un peu mon niveau. Avant, je pouvais pas du tout vous faire ça. Hein. C'est impossible. Mais là, depuis la dernière vidéo au musée Tamayo, les traductions que j'ai faites, c'est en DD, hein, en direct. On m'a dit oui, les plages elles sont dégueulasses. Bon, on verra de nous-mêmes. Hein. Moi, maintenant, les gens, je trouve que c'est important quand même. Enfin, il faut demander l'avis aux gens qui sont là depuis longtemps hein, par rapport aux endroits où aller, aux endroits où pas aller, surtout au Mexique actuellement. Mais parfois, c'est aussi bien de se dire bon, je vais dans une ville sûre, mais je vais aussi expérimenter parce que Veracruz, en soi, c'est pas une ville où les gens ils vont vous dire ouais, si tu vas au Mexique, va à Veracruz. Hein. Ils vont vous dire Cancun, ils vont vous dire Tulum, ils vont vous dire Baja California, qui c'est très bien. Hein. Mais je suis fière de moi parce que en soi, j'essaie aussi d'aller un peu au-delà de ce que les gens vont dire. À la limite de la sécurité, mais me dire ok, c'est vrai qu'il y a ces plages connues, mais j'ai envie aussi de voir une autre partie du Mexique qui n'est pas tant visitée que ça. Les gens, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations là. Première partie, c'est Veracruz,
une ville d'immigrés. En fait, il y a eu beaucoup de populations, beaucoup d'étrangers qui sont venus à Veracruz, au Mexique, plus généralement pour avoir une meilleure vie. Dans cela, je cite ce qui est écrit, il y a eu des Espagnols bien évidemment, mais il y a eu aussi des Italiens, des Allemands, des Français, des Syriens, des Libanais, des Chinois et des Cubains qui ont décidé de manière volontaire, c'est un peu la définition de décider, mais bref, qui ont décidé de venir vivre au Mexique et dire que Mexico, ça sera notre terre où on va créer notre nouvelle vie. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Les Espagnols, en vrai, ils ont rien lâché. Eux, leur but, c'était vraiment de venir au Mexique, attaquer ça bien comme il faut. Je sais pas, ils ont fait combien d'essais. Malheureusement, ils ont réussi. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Il y a une œuvre très jolie que je vais vous montrer là. Je vais vous mettre sur le côté, qui montre ça. Donc vous avez une famille de génération en génération. Il n'y a pas, c'est pas dans un ordre, mais vous voyez vraiment une famille en 1944, certainement une famille d'immigrés. Ça, c'est ce que je vous disais sur les Espagnols. Là, vous voyez, hop, le drapeau espagnol. Mexicains qui veulent attaquer les Mexicains, qui ont construit leur forteresse, le port que vous aviez vu tout à l'heure, et la guerra de los pasteles, c'était une guerre entre la France et le Mexique. Si j'ai bien compris, ça a été le premier conflit armé entre les Mexicains et les Français. Les commerçants français se sont plaints, enfin ils ont réclamé peut-être de l'argent aux Mexicains, si j'ai bien compris. Je sais pas ce que ça veut dire pastelero. Mais bref, en tout cas, ça a déclenché la guerre. L'armée française qui est arrivée en gros pour défendre ses commerçants et pour les attaquer. Ils ont bombardé San Juan de Ulúa. Ils sont arrivés la nuit, ils ont embarqué. Je crois qu'ils ont été quasiment capturés, ouais. Et grâce à la médiation des Anglais, c'est qu'il a finalement accepté de payer une indemnisation aux forces françaises qui se sont retirées. J'aimerais beaucoup faire un podcast sur les réparations. Les réparations. Est-ce que la France, elle doit payer des indemnités aux pays qu'elle a colonisés ou attaqués, l'Afrique subsaharienne, comme encore ici en Amérique latine, pas tant que ça, mais en tout cas Afrique en général, Asie aussi beaucoup. Voilà, je laisse ça en suspens, mais en tout cas, s'il y a des gens qui sont prêts à en discuter, moi j'aimerais beaucoup en parler. Je trouve que l'histoire des Afro-Mexicains, je pense que c'est la plus intéressante. Voilà, vraiment en toute objectivité. Il n'y a absolument rien qui fait que je pourrais dire ça. Bref, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en gros, comme je l'ai dit auparavant, les esclaves ont été amenés par les Espagnols au Mexique. Voilà, donc... c'est quoi? Les Espagnols, ils cherchent une nouvelle terre à vivre. Sauf qu'ils ont besoin, en gros, de main-d'œuvre. Commerce triangulaire, Espagnols qui vont en Afrique. Ils prennent des esclaves noirs et les amènent au Mexique. Pas qu'au Mexique, mais en tout cas ici on reste sur ça, d'accord? Donc on a donc des Africains au Mexique qui ont été libérés et qui ont, tu fais venir des gens de force dans une nouvelle terre, tu leur dis vous êtes libres, mais vous n'avez pas d'argent pour rentrer chez vous, donc vous restez là où on vous a forcé d'être. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc ils ont continué, ils ont commencé à construire leurs habitations avec le nom la Waka, voilà. Donc c'est des maisons en bois et ils ont mis un peu de couleur, ok. Donc la question du nom Waka, ça provient du quechua Waka qui signifie lieu sacré. Et dans d'autres contextes qui signifie vinculado, je sais pas ce que ça veut dire, je mettrai ici en description. Lieu jusqu'à la mort. Bon, peut-être lieu qui vit jusqu'à la mort, peut-être un truc comme ça. Et peut-être qu'on a cette interprétation parce que c'est relié à l'existence. D'accord. En gros, peut-être que cette seconde interprétation, c'est lié au fait qu'il y avait un cimetière dans la zone. La Waka a évolué pour se convertir en un lieu avec beaucoup de culture, une grande identité et une tradition Rocha. On a la vie communautaire, la gastronomie, la musique qui ont été fondamentales pour le développement du patrimoine de Veracruz. On a des artistes comme Tonia La Negra et El Trio Peregrina qui viennent de Veracruz, je pense.
Et aujourd'hui, on a du coup toujours ces maisons de bois qui sont encore présentes et qui sont un témoignage vivant de l'histoire et de la mémoire collective du port. Ok. Maintenant, vraiment la partie où je suis très surprise. Parce que oui, voilà, on sait que les Noirs qui ont été amenés dans les continents comme l'Amérique, c'est dû à l'esclavage, on le sait. Mais il y a eu en fait des mélanges. Je pensais qu'il y avait juste eu un mélange africain et natif, indien comme ils ont dit, voilà. Mais il y a eu plusieurs mélanges. Donc, en gros, si j'ai bien compris, l'arrivée des Noirs, elle a été nécessaire pour situer la population indigène qui a été, en gros, disséminée, qui a été tuée avec toutes les conquêtes, les colonisations et la mortalité causée par l'arrivée du coup des Européens et de leurs maladies. Du coup, Veracruz, depuis le XVIe siècle, ça a été la principale porte d'entrée, on va dire, porte d'embarquement des esclaves africains en Nouvelle-Espagne, donc Mexique, qui ont été forcés de travailler dans les mines et dans les plantations de canne à sucre, et plus tard à d'autres activités comme le travail domestique. Je sais pas c'est quoi péonesse, mais bon bref. Et du coup il y a eu un mélange entre noirs, blancs et indiens, donc indiens, mexicains. Enfin, en tout cas ça a amené à différentes castes dans la société coloniale. Et là on donne les définitions. En gros on avait différents noms selon le type de métissage. Si on avait un métissage entre espagnol et indien, on les appelait los mestizos. Si c'était des espagnols et un noir, mulatos. Et entre indiens et noirs, c'est cambujos. Ok, intéressant. Donc voilà, ça finit. On finit cette partie. Mais ouais, enfin en tout cas, en fait maintenant je comprends. C'est magnifique, regardez, attendez. C'est tellement beau. Et là les gens, dites-vous, j'ai fait qu'une salle, hein. Faut encore que j'aille en haut. Je crois en haut il y a une exposition et tout. Attendez, je laisse ces gens quand même descendre et pas les filmer. Vraiment, je suis très très choquée parce que en fait c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Enfin, je vais vraiment être très sincère, hein. Pour moi, c'était quoi l'histoire par rapport aux populations noires? On était chez nous, sur nos terres. C'est vrai qu'il y avait des royaumes où il y avait déjà des guerres entre noirs. Ok, nous le savons. On a été une partie, la population noire a été embarquée en Amérique. Moi, je pensais que c'était qu'aux États-Unis. On les a forcés à faire du travail forcé et tout, esclavage. Puis, ceux qui sont restés en Afrique, il y a eu la colonisation par les Européens. C'est tout. Moi, je m'étais vraiment arrêtée à là. Mais là, j'apprends que, en fait, la culture est mélangée, donc vraiment. J'ai envie de poser et vous dire quelque chose, mais les personnes racistes, vraiment, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions parce qu'il y a tellement de mélanges dans ce monde que ne pas aimer l'étranger, alors que peut-être il y a de fortes chances que vous-même vous soyez étranger. Voilà, je pose ça là, mais c'est une dinguerie en fait. Les mélanges dont on vous parle, ça fait 100 ans, 200 ans. Donc peut-être que une personne, elle est totalement blanche, mais son arrière-arrière-grand-père, peut-être que c'était le cousin de mon arrière-arrière-grand-mère. Voilà, continuons la visite. Les Mexicains sont... Je comprends pourquoi ils sont aussi autant fiers de leur pays, parce que vraiment, un pays qui a été attaqué de toutes parts, c'est-à-dire vraiment, qui n'est pas venu attaquer le Mexique? Moi, vraiment, c'est la question que je pose. Qui n'est pas venu attaquer le Mexique? Le Mexique a été aussi attaqué par les États-Unis. Je pense que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais en gros, il y a eu donc une guerre concernant l'État du Texas. Je savais pas d'ailleurs que c'était qu'avant ça faisait partie du Mexique. Ils se sont battus en tout cas pour récupérer cette terre. Mais bon, je pense que malheureusement, c'est resté entre les mains des Américains. Il y a eu la construction d'un chemin de fer entre la Ciudad de México et Veracruz, mais aussi entre d'autres villes pour transporter les projets agricoles, les minéraux, les animaux, et les personnes, etc. Et je trouve que c'est un peu étonnant parce que aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas... j'ai vu que la présidente Claudia Sheinbaum avait inauguré un nouveau train, mais les frères, c'est archi long. Depuis le temps qu'ils ont mis en place ces trains, c'est pas
tant développé que ça. Les gens ont plus tendance à prendre le bus au Mexique qu'à prendre le train. Le 13 juin 1939, il y a eu l'arrivée, en tout cas dans le port de Veracruz, de plus de 1500 réfugiés de la République, des républiques espagnoles. Plusieurs personnes ont exilé de l'Espagne ou des républiques espagnoles vers le Mexique. L'accueil des habitants de Veracruz, ils ont été très solidaires envers l'arrivée de ces réfugiés. Ils ont vraiment accueilli, si j'ai bien compris, ils ont vraiment accueilli les bras ouverts. Et on a, c'est ça, Abrió las puertas. En gros, le président Lázaro Cárdenas, il a ouvert la porte du pays à plus de 20 000 exilés qui bientôt ont commencé à s'intégrer à la vie sociale et à la vie laborale, peut-être travail mexicaine. Et parmi ces personnes-là, on avait des intellectuels, des scientifiques, des artistes professionnels, et tous ont contribué de manière significative au développement culturel, académique et économique du Mexique. Donc notre pays, le Mexique, a accueilli beaucoup de réfugiés et un groupe de mineurs connus comme les enfants de Morelia. Ils ont été éduqués dans la ville michoacana du même nom et qui symbolise la dimension humanitaire de cet épisode historique. Du coup, chaque 7 juin, ils commémorent la date à laquelle les réfugiés transatlantiques, donc d'Espagne, sont venus au Mexique, à Veracruz. Le Mexique est aussi une terre d'accueil. Je pense qu'on a pu bien le comprendre. Jaroso, en fait, c'était l'appellation, un nom qui était utilisé pour désigner les métis, en gros, les noirs, en gros, toute personne qui est foncée. Mais vraiment à l'essentiel. Cependant, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sa signification a commencé à se transformer. Quand on a eu des métis, des noirs qui ont commencé à défendre le territoire, ça a arrêté de devenir une connotation négative. Maintenant, ça signifie les métis, mestizos, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en fait. Du coup, c'est jarocho. Ils se sont battus volontairement pour défendre le pays du Mexique. Ce mot jaroso est passé à une définition des personnes d'origine noire, mais qui se sont battues pour défendre du coup le Mexique. Et durant le 19e siècle, ça définissait les habitants de Sotavento. Maintenant, ça signifie en gros les personnes qui viennent de l'état de Veracruz. Et surtout, grâce à la diffusion dans les films, moi qui fuis l'espagnol le week-end, là vraiment ça m'attrape fort. En 1968, le port de Veracruz se convertit dans la porte olympique du Mexique. Ah ok, je savais pas qu'il y avait eu des Jeux olympiques ici, d'accord. Ici, ils ont reçu la flamme olympique qui a été allumée à Olympe en Grèce et qui a voyagé symboliquement et qui est allé jusqu'à Mexico. C'est un acte innovateur et sans précédent parce que la torche elle a été conduite par des nageurs, passée par les rues de la ville jusqu'à allumer au Zocalo où on ira. Je pense que là on a la flamme. Waouh, j'aime beaucoup le design, mais la flamme ça a changé. Vraiment, la flamme était petite. Ah oui, là c'est le design. Je viens de comprendre un truc. Je crois que ma coloc a acheté le même. Je suis quasiment sûre. Là, vous allez sûrement reconnaître ce que je vous montre. Le vêtement des Jarosa, c'est un symbole qui n'a pas de valeur dans l'état de Veracruz et ça forme une partie essentielle de la culture et de l'identité dans le folklore mexicain. Comme vous pouvez le voir, maintenant, c'est de couleur blanche et on les utilisait pendant les mariages et en gros, la popularité de cette tenue, elle a vraiment augmenté entre les décennies de 1940 et 1950. Cependant, initialement, originellement, les robes pouvaient être de différentes couleurs, comme on peut le voir ici. Jaune, blanc, marron, rouge, etc. Et voilà, là, il y a une vidéo. C'est l'une des fêtes les plus grandes et joyeuses du Mexique. Le carnaval de Veracruz se célèbre traditionnellement pendant les 2 jours avant le carême. Son origine remonte au 19e siècle, bien que sa version moderne, donc en mode défilé, et a vraiment commencé en 1925. Le carnaval et leur piano qui ressemble un peu au balafon. Balafon, c'est un instrument de musique qu'on joue au Cameroun. En tout cas, dans le centre et dans le sud du Cameroun, je sais que on en joue. Mon père en joue notamment, donc voilà. Et je trouve que ça ressemble beaucoup. Et la matière, c'est en fait à base de bois. Et on a comment on appelle ça là? Comme dans la batterie. Moi, je sens que je vais avoir un gros budget qui va partir en propina ici. Danzón, un genre musical d'origine cubaine qui arrive au Mexique par le Yucatan à la fin du 19e siècle.
Bientôt, elle a été adoptée à Veracruz, qui s'est convertie en une danse populaire dans les salons. C'est une danse élégante avec un couple qui est caractérisé par des mouvements doux, soirée et un rythme posado. Oh, c'est trop cute. Maintenant, il y a des clubs de danse et ils font des présentations hebdomadaires au Zocalo pour préserver cette tradition. Et bien que, en fait, c'était interdit en fait avant cette danse. Ah, pour la proximité physique entre les danseurs. Ok, maintenant c'est symbole d'élégance et tradition. Ici, il y a une tradition du café lechero, le café que vous avez vu tout à l'heure. C'est un concentré de café servi dans un verre et on ajoute du lait comme ça. Ouais, on le soulève de fou pour avoir une grosse mousse. Ça se buvait seul ou soit on accompagnait ça de pain sucré. La légende par rapport à ça, c'est que un jour, le conducteur de train, il a pas pu récupérer son café. C'est-à-dire qu'il a demandé son café, il continuait à rouler, sauf qu'il a percuté quelque chose. Enfin, en tout cas, il est mort. Pour lui rendre hommage, les clients, à chaque fois, ils vont faire sonner leur cuillère, cuchilla, contre leur verre, pour en gros, rendre hommage à ce conducteur de train. La gastronomie de Veracruz est considérée comme l'origine de la cuisine mexicaine, puisque dans cette région, on a eu beaucoup de plats qui ont été créés ici et qui font partie de la culture gastronomique mexicaine. C'est une fusion, encore une fois, du jeu à son histoire entre les techniques mésoaméricaines avec les produits industriels des Européens et des Africains. De ce métissage sont nés des saveurs emblématiques qui font partie de l'identité culinaire du pays. L'un des plats le plus représentatif, c'est le poisson à la veracruzana, traditionnellement élaboré con, je ne sais pas ce que c'est, huachuningo, salsa, c'est une sauce de tomate, mais s'il y a un riz avant, c'est que c'est une tomate particulière, avec du thon, du piment et de l'origan. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que... Ah, c'est ainsi que s'achève la visite du musée de la ville de Veracruz. Vraiment, sur 10, moi je donne 10. Rien à dire, j'en ai appris énormément sur la ville, sur les origines. C'était très flou pour moi au début. C'est époustouflant, vraiment. Plus je vais dans des musées, plus je me rends compte à quel point on a un mélange de personnes. Enfin, à quel point en fait ce monde a envie d'influencer vos choix politiques. C'est juste que quand je vois la montée des partis d'extrême droite, je me dis mais c'est pas possible en fait. Ça n'a aucun sens. Parce que s'ils s'intéressaient un minimum à l'histoire, ils sauraient qu'il n'y a pas de frontières. Vraiment, il n'y a pas de frontières, les gens. Il y a eu trop de mélange depuis des siècles pour vous dire que vous êtes que français, que vous êtes que mexicain, que vous êtes que camerounais. Non, vraiment, c'est quasiment impossible. Là, vraiment, je repars avec plein de choses en tête, plein d'informations et je vous recommande de visiter ce musée pour les personnes qui ont un petit budget et économie serrée. Le musée est gratuit, donc vous n'avez même pas d'excuses. Vous venez gratuitement et vous repartez avec encore plus de matière grise, encore plus de connaissances historiques. Bon, let's go. Faut que je garde la batterie pour après.